Chapitre 1. La fondation des guerriers. Le sergent-chef Santiago Ross était accroupi derrière la barrière de béton à Kandahar. Son fusil pointé sur l'entrée du complexe, son équipe se préparant à l'assaut final. À 34 ans, Santiago avait passé 12 ans dans l'armée, gravissant les échelons grâce au mérite acquis au cœur du combat. Son regard sombre portait la froideur d'un homme ayant survécu à 3 déploiements sans jamais montrer de pitié envers les ennemis qui menaçaient ceux qu'il protégeait. La mission avait été un succès chirurgical. Aucune victime américaine, cible de haute valeur éliminée, renseignements recueillis. Alors que Santiago débriefait avec son commandant, il ressentait la satisfaction familière d'une nouvelle victoire contre ceux qui s'attaquaient à des innocents. La protection des plus vulnérables n'était pas seulement son métier. C'était son identité profonde. Santiago avait bâti sa vie sur des principes inébranlables forgés dans les cités d'East Los Angeles, où la faiblesse invitait à la prédation et la force imposait le respect. Sa mère, Maria Ross, avait élevé seule 5 enfants après que son père les eût abandonnés. Occupant 3 emplois, Santiago apprenait à Santiago que la famille était primordiale et la trahison, insignifiante. À 18 ans, Santiago s'était engagé pour échapper à la pauvreté et avait trouvé sa vocation dans la hiérarchie militaire. L'armée valorisait des qualités que la vie civile avait bafouées, la discipline, la loyauté et un engagement total pour la réussite des missions. Il avait excellé dans l'entraînement des Rangers, la qualification des forces spéciales et le développement du leadership, gagnant le respect par ses compétences plutôt que par la politique. Son mariage avec Roxanne Perry lui avait semblé une évolution naturelle à son retour de son premier déploiement. Elle avait 22 ans, était belle et semblait impressionnée par son allure militaire et ses revenus stables. Plus important encore, elle avait affirmé aspirer aux mêmes choses que lui, une famille, la stabilité et une loyauté mutuelle. Leur fille Alice était née 2 ans plus tard, une enfant parfaite qui avait hérité des cheveux noirs et de la concentration intense de Santiago, ainsi que des traits délicats de sa mère. À 8 ans, Alice faisait preuve d'une intelligence et d'une créativité remarquables, passant souvent des heures à dessiner des mondes fantastiques élaborés pendant le déploiement de Santiago. Ce déploiement en Afghanistan était le 3e de Santiago en 5 ans, dans le cadre de son engagement dans des missions d'opérations spéciales qui le maintenaient à l'étranger pour de longues périodes. La séparation fut difficile, mais Santiago était convaincu de bâtir un avenir sûr pour sa famille tout en servant les intérêts de son pays. Les communications récentes de Roxanne étaient de plus en plus distantes et brèves. Les appels téléphoniques devinrent des SMS. Les conversations vidéo furent annulées pour diverses urgences. Et ses réponses à ses questions sur Alice semblaient évasives. L'instinct de Santiago, aiguisé par des années de détection de menaces, commença à enregistrer des signaux d'alerte qu'il ne parvenait pas à identifier. Ross, son chef d'équipe, l'appela, interrompant ses pensées. « Paquet pour toi de la maison. » Santiago accepta la petite boîte des mains d'Alice, reconnaissant l'écriture soignée de sa fille sur l'étiquette d'adresse. À l'intérieur, il trouva un dessin de leur famille. Lui en uniforme militaire, Alice souriant au milieu, et Roxanne se tenant visiblement à l'écart. Le dessin troubla Santiago d'une manière qu'il ne parvenait pas à exprimer. Les talents artistiques d'Alice avaient toujours été avancés pour son âge, mais ce dessin semblait transmettre des émotions au-delà de l'expression enfantine typique. Sa fille s'était dessinée tendant la main vers lui tandis que Roxanne détournait le regard comme si elle regardait quelque chose hors du cadre. Un mot plié tomba du paquet, écrit de l'écriture cursive soignée d'Alice. « Papa, tu me manques. Maman a de nouveaux amis maintenant. Ils ne m'aiment pas beaucoup. J'espère que tu rentreras bientôt. Bisous, Alice. » Santiago lut le mot 3 fois. Son esprit analytique interprétait des implications que les pères civils pourraient ignorer. De nouveaux amis, suggéraient des personnes qu'Alice ne connaissait pas bien. Ils ne m'aiment pas beaucoup, indiquait un traitement hostile ou dédaigneux. Combiné au récent mode de communication de Roxanne, le message dressait un tableau qui fit serrer la mâchoire de Santiago, empreint d'une colère contenue. Il se dirigea vers la tente de communication et passa un appel vidéo à la maison. Après plusieurs sonneries, Roxanne répondit avec une réticence évidente, l'air débraillé et l'air distrait. « Santiago, ce n'est pas le bon moment, » commença-t-elle sans préambule. « Je suis occupé avec, où est Alice ?» l'interrompit Santiago, remarquant que sa femme avait changé d'apparence. Nouveaux vêtements, coiffure coiffée, maquillage plus soigné que d'habitude. Elle est en train de jouer, ou quelque chose comme ça. Écoute, je ne peux vraiment pas parler maintenant. Va la chercher, dit doucement Santiago, sa voix imprégnée de cette autorité qui poussait les soldats à le suivre dans les zones de combat.
L'expression de Roxane changea, percevant peut-être quelque chose de dangereux dans le ton de son mari. D'accord, mais fais vite. Quelques minutes passèrent avant qu'Alice n'apparaisse à l'écran, et Santiago remarqua immédiatement qu'elle paraissait plus maigre que lors de leur dernier appel. Son visage semblait décharné. Ses yeux exprimaient une tristesse inexistante chez une enfant de 8 ans. Et ses vêtements semblaient plus amples qu'ils ne le devraient. « Salut, papa », dit doucement Alice en jetant un coup d'œil hors champ comme pour demander l'autorisation de parler. « Salut, mon cœur. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, » répondit Alice. Mais sa voix manquait de l'enthousiasme dont Santiago se souvenait. « Quand rentres-tu ? » ? « Bientôt, ma puce. »« Tu manges assez ? » ? « Tu as l'air un peu maigre. » Les yeux d'Alice quittèrent à nouveau le champ avant de répondre. « Parfois, il n'y a pas beaucoup de nourriture, mais je vais bien. » Santiago sentit une glace se former dans sa poitrine. « Comment ça, il n'y a pas beaucoup à manger ? » Avant qu'Alice puisse répondre, Roxane réapparut et raccrocha brusquement. Santiago tenta immédiatement de rappeler, mais ses tentatives tombèrent directement sur la messagerie vocale. Cette nuit-là, Santiago était allongé dans sa couchette, analysant chaque détail de la conversation. L'apparence d'Alice, le comportement de Roxane, l'heure de la fin de l'appel, tout suggérait une situation exigeant une enquête immédiate. Il accéda à son ordinateur portable personnel et entreprit des recherches systématiques sur sa situation familiale. Les relevés bancaires montraient de libération conditionnelle. Santiago a ressenti une profonde satisfaction alors que Cox s'effondrait sur sa chaise. La réalité de l'emprisonnement permanent, détruisant son dernier espoir de s'échapper. L'homme qui avait volé de l'argent alimentaire à Alice mourait dans la prison fédérale, jamais à nouveau libre pour nuire aux familles des militaires. La condamnation de Roxane avait eu lieu la semaine précédente, entraînant 15 ans pour la mise en danger des enfants, le complot et la fraude. Santiago avait fourni un témoignage d'impact sur les victimes qui n'a laissé aucun doute sur la souffrance de sa fille et la responsabilité totale de sa femme. « Votre honneur », Santiago avait témoigné. « Ma femme a choisi de voler de l'argent de la nourriture à notre fille de 8 ans pour financer une liaison avec un criminel de carrière. Quand Alice a été hospitalisée pour malnutrition, Roxane n'a montré aucun remords, seulement colère d'être capturée. Elle a perdu toute revendication de miséricorde lorsqu'elle a décidé que la vie de notre fille était moins importante que ses désirs égoïstes. » Le juge Ball avait imposé la peine maximale possible, notant que le comportement de Roxane envers Alice représentait la pire trahison de la responsabilité parentale que cette cour a été témoin. Alice, qui prospère maintenant sous la garde de Santiago, n'avait pas demandé à voir sa mère lors des audiences de condamnation. La fille qui aimait autrefois Roxane, avait accepté inconditionnellement, avait accepté que sa mère était une criminelle qui a choisi de nuire à son propre enfant. Papa Alice avait demandé après la condamnation de Roxane. Va-t-elle essayer de me contacter quand elle sortira de prison ? Pas si j'ai quelque chose à dire à ce sujet, Santiago avait répondu. Mais si elle le fait, vous serez assez vieux pour décider par vous-même si vous voulez une relation avec quelqu'un qui vous a affamé comme enfant. Alice avait hoché la tête, satisfaite de cet arrangement. À 9 ans, elle a compris que la confiance, une fois brisée par la maltraitance des enfants, n'a jamais pu être reconstruite. Le litige civil que Santiago avait poursuivi en parallèle la poursuite pénale a connu un succès également. L'enquête financière de Van Dunar avait identifié tous les actifs appartenant à Roxane et Cox, entraînant des jugements qui compenseraient Alice pour les frais médicaux, les frais de conseil et les dommages-intérêts punitifs. Victoire financière complète, a rapporté Van en examinant les documents finaux de règlement. Les actifs de Cox ont été saisis pour payer la restitution, les voitures, les propriétés, les comptes d'investissement, tout. La part de Roxane des actifs conjugaux va au fonds d'éducation d'Alice. Santiago sourit sinistrement. Ses ennemis émergeraient de prison sans rien, garantissant qu'ils ne pourraient jamais reconstruire leur vie ou menacer d'autres familles. L'enquête fédérale sur le réseau de Cox a abouti à 43 arrestations dans 12 États, démantelant une organisation qui a systématiquement exploité les familles des militaires depuis plus d'une décennie. Les preuves de Santiago contre Cox avaient fourni les bases de la poursuite de l'ensemble du complot. L'agent du FBI Marquet avait informé Santiago sur la portée de l'enquête lors d'une réunion classifiée à la base de Peterson Air Force. Votre cas s'est ouvert le plus grand réseau de terrorisme domestique ciblant les familles des militaires de l'histoire des États-Unis. Plus de 200 familles ont été victimes de dizaines d'enfants souffrir de négligence ou d'abus similaires à l'expérience d'Alice.
Santiago avait ressenti une validation pour sa décision de poursuivre une peine maximale plutôt que d'accepter des solutions de compromis. La souffrance d'Alice avait servi un plus grand objectif en exposant et en détruisant une menace aux familles des militaires à l'échelle nationale. Quel est le nombre final du corps? Santiago avait demandé. 18 condamnations à perpétuité, 47 condamnations entraînant plus de 20 ans et une perturbation complète de leur réseau opérationnel. Ils ne menaceront plus jamais les familles des militaires. Alors que Santiago a examiné les conséquences de sa campagne, il a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Chaque ennemi qui avait blessé Alice était mort, emprisonné à vie, soit face à des décennies derrière les barreaux. Leurs ressources financières avaient été saisies pour compenser sa fille. Leur réseau criminel avait été démantelé par les autorités fédérales. Plus important encore, Alice était en plein essor sous la protection de Santiago. Elle était retournée à l'école avec une confiance renouvelée, nouée de nouvelles amitiés avec des enfants dont les familles ont compris son expérience et n'ont montré aucun dommage psychologique durable de son épreuve. Papa Alice a dit un soir en préparant le dîner ensemble. Je suis content que maman soit allée en prison. Santiago fit une pause dans sa cuisine, surprise par la franchise de sa fille. Pourquoi c'est ma chérie? Parce que maintenant, d'autres enfants ne se blesseront pas comme je l'ai fait. Et parce que je sais que vous ne laisserez plus personne me blesser. Santiago était une fierté écrasante de la clarté morale de sa fille. Alice a compris que la justice ne parlait pas de vengeance. Il s'agissait de protéger les innocents de ceux qui leur feraient du mal. Tu as raison, acquiesça Santiago. Et tu es en sécurité pour toujours maintenant. Je sais, dit simplement Alice. Vous protégez toujours les gens que vous aimez. Le téléphone de Santiago a sonné avec un appel de son commandant, le lieutenant-colonel Fritz. Santiago, j'ai de nouvelles commandes pour vous. Le Pentagone vous veut pour une affectation classifiée protégeant les familles des militaires contre les menaces domestiques. Santiago a ressenti l'intérêt pour ce développement. Quel type de mission? Le travail de contre-renseignement s'est concentré sur l'identification et la perturbation des menaces à la dépendance militaire. Votre expérience avec l'enquête Cox vous rend parfait pour le travail. Santiago a examiné attentivement cette opportunité. Le travail utiliserait ses compétences d'investigation et ses instincts protecteurs tout en le gardant le côté des États pour s'occuper d'Alice. Je suis intéressé. Quand ont-ils besoin d'une réponse? La semaine prochaine. C'est une promotion pour maîtriser le sergent et une affectation permanente à Colorado Springs. Vous protégeriez professionnellement les familles des militaires. Santiago sourit à la symétrie de cette opportunité. Sa guerre personnelle pour protéger Alice a évolué en une carrière protégeant toutes les familles des militaires contre des menaces similaires. Cette nuit-là, Santiago a glissé Alice dans le lit et a réfléchi à la façon dont leur vie avait été transformée. Là où une fois victimes de trahison et d'exploitation, ils étaient maintenant en sécurité, prospères et entourés de personnes qui appréciaient la loyauté et la protection. Papa, demanda Alice alors que Santiago éteignait la lumière de sa chambre. Êtes-vous heureux maintenant? Santiago a sérieusement examiné la question. Oui, ma chérie. Nous sommes en sécurité. Nous sommes ensemble et les gens qui vous blessent ne peuvent plus jamais blesser personne. Cela me rend très heureux. Moi aussi. Alice a accepté. J'adore notre famille maintenant. Santiago a compris ce qu'elle voulait dire. Leur famille d'origine avait inclus des gens qui avaient choisi des désirs égoïstes pour le bien-être d'Alice. Leur famille actuelle était composée de personnes qui ont prouvé leur loyauté par des actions plutôt que par des mots. J'aime notre famille, aussi, Santiago a accepté. Pour toujours et toujours. Alors qu'Alice s'endortait, Santiago a passé en revue la victoire complète qu'il avait obtenue grâce à une guerre systématique contre ses ennemis. Roxane et Cox passeraient des décennies en prison. Leur réseau criminel avait été détruit et Alice était en sécurité sous sa protection permanente. L'homme qui avait reçu cet appel téléphonique dévastateur au sujet de la malnutrition de sa fille avait répondu avec toute la fureur d'un soldat des forces spéciales protégeant sa famille. Ses ennemis avaient appris trop tard pour trahir la confiance de Santiago Ross signifiait faire face à des conséquences qu'ils ne pouvaient pas échapper ou survivre. La justice avait été complètement rendue et l'avenir appartenait à Santiago et Alice Ross. Une famille s'est construite sur la loyauté, la protection et l'amour qui ne pourraient jamais être brisés par la trahison. La guerre était terminée. Santiago avait gagné tout ce qui comptait. Chapitre 9. Héritage. 5 ans après l'appel téléphonique qui a tout changé,
le sergent-chef Santiago Ross s'est tenu devant un auditorium bondé au Pentagone offrant un briefing sur les menaces domestiques pour les familles des militaires. Sa fille Alice, maintenant âgée de 13 ans et florissante, a regardé le public alors que son père présentait des renseignements qui protégeraient des milliers de militaires les enfants du genre d'abus qu'elle avait survécu. La nouvelle affectation de Santiago auprès du groupe de travail sur la protection des familles militaires a évolué de son expérience personnelle à une priorité de sécurité nationale. L'enquête qui a commencé avec la malnutrition d'Alice avait identifié des vulnérabilités systématiques et comment l'armée a protégé la dépendance pendant les déploiements. Mesdames et messieurs, Santiago s'est adressé à la rassemblement des officiers supérieurs et des responsables du Pentagone. Le réseau Cox ne représente qu'un seul exemple d'exploitation organisée ciblant les familles des militaires. Notre intelligence actuelle indique au moins 12 organisations similaires opérant à l'échelle nationale. La présentation a détaillé comment les prédateurs ont spécifiquement ciblé les conjoints militaires lors des déploiements utilisant la solitude et le stress financier pour manipuler les familles vulnérables. Les recommandations de Santiago pour des protocoles de protection améliorés étaient basées sur une connaissance durement gagnée sur la façon dont ces attaques pouvaient être empêchées et perturbées. L'amiral Nicholas West, le représentant du chef conjoint, a posé la question que Santiago s'attendait. Master Sergent Ross, votre expérience personnelle anime cette recherche. Comment assurer l'objectivité et l'évaluation des menaces? La réponse de Santiago reflète des années de développement professionnel au-delà de son désir initial de vengeance. Monsieur, mon expérience donne un aperçu des méthodologies des prédateurs que la recherche académique pure ne peut pas reproduire. Nous comprenons tactiques ennemies parce que nous les avons vaincus sur le plan opérationnel. L'amiral hocha la tête avec approbation. L'évolution de Santiago du père vengeur au protecteur professionnel des familles des militaires avait gagné le respect tout au long de la hiérarchie du Pentagone. Après le briefing, Santiago a rencontré Alice pour le déjeuner dans leur restaurant préféré près de la base. À 13 ans, Alice était devenue une jeune femme confiante qui combinait l'esprit analytique de son père avec une compréhension mature de la justice et de la protection. Comment s'est déroulée la présentation? Demanda Alice en examinant le menu. Très bien. Il approuve le financement des programmes élargis de protection de la famille. Bon, a déclaré Alice simplement. D'autres enfants ne devraient pas avoir à passer par ce que j'ai fait. Santiago s'est émerveillé que la fille de sa fille a été constante sur la protection des autres plutôt que sur le développement d'une sieste qui a impressionné les adultes qui savaient tout. Aidez les autres enfants en disant la vérité sur ce qui vous est arrivé. Opération en cours en Caroline du Nord. Confirmation que ces méthodes professionnelles empêchaient d'autres familles de subir la souffrance d'Alice. Combien de familles ont été ciblées? 15, mais nous sommes intervenus avant que des dommages importants ne se produisent. Les enfants sont en sécurité et les prédateurs sont confrontés à des accusations fédérales de terrorisme. Santiago a ressenti la profonde satisfaction du succès de la mission. Chaque opération qui protégeait les enfants militaires a validé sa décision de transformer l'expérience personnelle en expertise professionnelle. Travail exceptionnel. Bromez-moi sur les détails à mon retour. Alors que Santiago terminait l'appel, Alice le regardait avec la compréhension perceptive qu'elle a développée sur le travail de son père. Vous sauvez plus de familles, a-t-elle observé. Nous les avons empêchés d'être blessés en premier lieu. Santiago a confirmé. C'est mieux que de les sauver par la suite. Alice hocha la tête, comprenant la distinction entre la prévention et le sauvetage. La mission actuelle de son père s'est concentrée sur l'arrêt des menaces avant de pouvoir nuire aux enfants militaires. Ce soir-là, Santiago et Alice ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes pour son programme de placement avancé. À 13 ans, Alice suivait déjà des cours de niveau secondaire tout en maintenant des notes parfaites et en participant aux activités scolaires. Plusieurs enseignants ont approché Santiago lors de la réception, faisant l'éloge des performances scolaires d'Alice et de l'attitude mature envers l'apprentissage. Monsieur Ross, son professeur de sciences, a déclaré, Alice a des compétences analytiques remarquables pour son âge. Elle aborde des problèmes avec une pensée systématique inhabituelle. Santiago a ressenti une fierté dans le développement intellectuel de sa fille. Urge. A day drove home, Alice asked the question Santiago had been expecting for months. Dad, do you think he should follow your path? Military service and protecting family. Santiago considered his response carefully. Alice had grown up understanding the importance of service and protection, but he wanted her to show her own mission rather than simply following his example. What matters to you most? Santiago asked. Making sure children are safe.
Alice replied without hesitation. I want to stop bad people from hurting les enfants qui ne peuvent pas se protéger. Il existe de nombreuses façons de protéger les enfants, a déclaré Santiago. Service militaire, application de la loi, médecine, psychologie, droit. Qu'est-ce qui vous appelle? Alice réfléchit attentivement avant de répondre. Je veux comprendre à quel point les gens pensent les mauvais afin que je puisse prédire ce qu'ils feront. La psychologie peut-être, mais c'est concentré sur la protection des victimes. Santiago hocha la tête avec approbation. L'intérêt d'Alice pour la psychologie pénale la servirait bien à comprendre et à vaincre les menaces contre les populations vulnérables. Nous soutiendrons le chemin que vous choisissez, lui a assuré Santiago. Votre mission est de protéger les enfants. Comment vous accomplissez cette mission et votre décision? Merci, papa. Je sais que tu me soutiens toujours. Alors qu'ils sont rentrés chez eux, Santiago a réfléchi à la transformation complète que leur vie avait subie depuis cet appel téléphonique dévastateur 5 ans plus tôt. Là où ils avaient été victimes de trahison et d'abus, ils étaient désormais des protecteurs des familles des militaires à l'échelle nationale. Alice était en plein essor académiquement et émotionnellement, ne montrant aucun dommage durable de son expérience traumatisante. Au lieu de cela, elle avait utilisé cette expérience pour développer l'empathie et la détermination à protéger les autres enfants. La carrière de Santiago était passée de la vengeance personnelle en service professionnel qui protégeait des milliers de familles de militaires contre l'exploitation systématique. Les crimes de son ennemi avaient créé par inadvertance une expertise qui a servi des intérêts de sécurité nationale. Plus important encore, leur unité familiale était devenue plus forte qu'auparavant. Construit sur un véritable amour et une protection mutuelle plutôt que sur une obligation biologique, leur relation représentait tout ce que la famille devrait être. Papa, dit Alice en se préparant pour le lit. Je veux que tu saches quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Pas les mauvaises parties, mais comment vous les avez gérées. Vous m'avez montré que les bonnes personnes se pratiquaient et les mauvaises personnes font face à des conséquences. Santiago a senti que l'émotion se resserre la gorge. Alice, vous êtes la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Vous protéger vous m'a appris qui je suis vraiment, et protéger les autres familles et qui vous êtes censé être, a observé Alice. La plupart des phrases ont été démantelées. Le monde de Santiago avait finalement créé quelque chose de mieux. Santiago Ross avait gagné tout ce qui comptait vraiment, et sa victoire protégerait d'innombrables familles qu'il ne rencontrerait jamais. L'héritage a été sécurisé. La guerre a été gagnée. L'avenir appartenait à des protecteurs comme Alice Ross qui ont compris que l'amour signifie ne jamais permettre au mal d'atteindre ceux que vous serez jurés à défendre. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Habitude de dépenses inhabituelles. Des retraits importants d'argent, tandis que les dépenses courantes comme les courses semblaient négligées. Des relevés de cartes de crédit révélaient des achats dans des restaurants et des bars dont il n'avait jamais entendu parler, souvent en compagnie de quelqu'un dont le nom apparaissait à plusieurs reprises. Wendell Cox, la formation militaire de Santiago lui avait appris à recueillir des renseignements complets avant d'agir. La semaine suivante, il utilisa son habilitation de sécurité et ses talents d'enquêteur pour dresser un tableau complet des activités de sa femme. Wendell Cox avait 38 ans, était divorcé et travaillait comme consultant en marketing pour diverses petites entreprises. Son profil sur les réseaux sociaux le présentait comme un charmeur au discours séduisant, privilégiant les vêtements coûteux et les voitures tape à accent grave-l'œil qu'il ne pouvait pas se permettre. Plus troublant encore, Cox avait l'habitude de cibler les épouses de militaires lors des déploiements de leurs maris. Les relevés téléphoniques révélaient des communications quotidiennes entre Roxanne et Cox, qui duraient souvent des heures pendant que Santiago était sur le terrain. Une analyse financière révélait que des fonds étaient détournés des besoins d'Alice pour financer un train de vie de plus en plus coûteux, incluant des dîners, des chambres d'hôtel et des achats suggérant une relation extra-conjugale. Mais les preuves les plus accablantes provenaient des dossiers des services sociaux auxquels Santiago avait eu accès par les voies officielles. L'école avait déposé 3 rapports sur le déclin de l'état d'Alice, perte de poids, fatigue, difficulté de concentration et signes de négligence suggérant une alimentation et une surveillance insuffisantes. Santiago fixait le rapport final, sentant la fureur monter en lui comme une explosion contrôlée. Tandis qu'il risquait sa vie pour protéger des inconnus dans un pays étranger, sa femme volait l'argent de la nourriture de leur fille pour financer une liaison avec un opportuniste parasite qui s'en prenait aux familles de militaires. Cette trahison était plus profonde que les tirs ennemis. Santiago avait survécu au combat grâce à une confiance absolue en son équipe, une confiance qui exigeait une loyauté absolue en retour.
Roxane avait trahi cette confiance de la pire des manières, portant atteinte à la seule personne que Santiago estimait plus précieuse que sa propre vie. Alors que Santiago commençait à planifier sa réponse, un principe guidait sa réflexion, il n'y aurait ni pardon, ni seconde chance, ni pitié pour quiconque ferait du mal à sa fille. L'ennemi s'était révélé et Santiago Ross rentrait chez lui pour mener une guerre qu'il était impossible de gagner. Chapitre 2. L'appel à la guerre. L'urgence est survenue à 3h47, heure locale, 3 semaines après que Santiago eut découvert la trahison de sa femme. Il examinait des rapports de renseignement au centre des opérations tactiques lorsque son téléphone personnel sonna, un appel provenant d'un numéro inconnu du Colorado. S'agit-il du sergent-chef Santiago Ross, demanda une voix féminine d'un ton solennel. Ici l'infirmière Catherine Burns de l'école primaire de Pinewood. J'appelle au sujet de votre fille, Alice Ross. Santiago sentit son sang se glacer. Que se passe-t-il, monsieur? Alice s'est effondrée pendant la pause déjeuner aujourd'hui. Nous l'avons transportée à l'hôpital mémorial. Le médecin traitant a diagnostiqué une malnutrition sévère et une déshydratation. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Ces mots ont frappé Santiago comme une rafale de tir. Malnutrition sévère. Comment est-ce possible? Monsieur Ross, à quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à votre femme des soins d'Alice? L'enfant semble avoir été sous-alimenté pendant une longue période. Santiago entendit des voix en arrière-plan, puis le ton caractéristique de Roxane, qui se disputait avec quelqu'un. L'infirmière n'avait apparemment pas complètement raccroché. Ce n'est pas mon problème. La voix de Roxane résonnait clairement au téléphone. J'ai vendu son argent de poche. Et alors? Dites à son père, soldat, de lui envoyer plus d'argent. La vue de Santiago devint rouge. Sa femme venait d'avouer avoir volé l'argent de la nourriture de leur fille lors d'une conversation avec les responsables de l'école. De l'argent qui aurait dû assurer à Alice une alimentation adéquate pendant son déploiement pour défendre son pays. Madame, dit Santiago d'une voix d'un calme mortel. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je prends un congé d'urgence immédiatement. Je prends le prochain vol pour rentrer. Monsieur, Alice est stable maintenant, mais elle aura besoin de soins médicaux continus et d'une alimentation adaptée pour se rétablir. Elle aura tout ce dont elle a besoin, interrompit Santiago. Et j'ai besoin que vous écriviez exactement ce que ma femme vient de dire. Chaque mot. Oui, monsieur. J'ai déjà pris des notes pour les services de protection de l'enfance. Santiago raccrocha et alla immédiatement voir son commandant. Le lieutenant-colonel Frank Fritz était un soldat de carrière qui comprenait la complexité des urgences familiales en déploiement. Monsieur, j'ai besoin d'un congé d'urgence. Crise familiale. Fritz leva les yeux de ses papiers, lisant quelque chose de grave dans l'expression de Santiago. À quel point? Ma fille de 8 ans est hospitalisée pour malnutrition. Ma femme vole l'argent de sa nourriture pour financer une liaison. Le visage de Fritz se durcit. Congé d'urgence approuvé. Combien de temps vous faut-il? Le temps qu'il faudra pour régler la situation définitivement. Compris. Prends soin de ta famille, Ross. On s'en occupe. Santiago passa là un vol de 17 heures le ramenait chez lui, planifiant sa campagne avec la même précision méthodique qu'il appliquait aux opérations militaires. Il ne s'agissait pas de sauver son mariage. Tout avait pris fin dès l'instant où Roxane avait choisi un autre homme plutôt que le bien-être de leur fille. Il s'agissait de protéger Alice et de s'assurer que ces traîtres subissent les conséquences de leurs crimes. Il atterrit à l'aéroport international de Denver et se rendit directement à l'hôpital mémorial, où Alice reposait dans un lit pédiatrique, alimenté par 4 fluides et compléments alimentaires. La vue de sa fille, pâle, maigre, paraissant plus petite que ses 8 ans, déclencha une fureur que Santiago réprima soigneusement derrière une discipline militaire. « Papa » murmura Alice en le voyant, d'une voix faible mais soulagée. « Je suis là, mon cœur » dit Santiago en prenant sa petite main dans la sienne. « Tout va bien se passer maintenant. » Le docteur Robert Herman, le médecin traitant, informa Santiago de l'état d'Alice avec une précision clinique. Elle souffrait de malnutrition chronique, de déshydratation et de carence vitaminique, due à une alimentation insuffisante depuis plusieurs mois. Nous fournissons un traitement immédiat, mais un rétablissement complet nécessitera une nutrition et un suivi approprié. De quel type de malnutrition s'agit-il? Demanda Santiago, désireux de comprendre l'ampleur des souffrances de sa fille. Une malnutrition protéino-énergétique principalement.
Son poids est inférieur de 15% à la normale pour son âge et sa taille. Les analyses sanguines révèlent une anémie ferriprive et une carence en vitamine D. Elle se nourrit de calories minimales depuis longtemps. Santiago assimila cette information avec une rage grandissante. Alors qu'il envoyait sa solde militaire à sa famille, Roxane affamait leur fille pour financer sa liaison. « Docteur, j'ai besoin d'un dossier médical complet documentant l'état d'Alice. Pourrez-vous témoigner si une procédure judiciaire l'exige ?» Le docteur Herman hocha gravement la tête. « Absolument. Ce niveau de négligence envers une enfant constitue une maltraitance. » Le téléphone de Santiago vibra, accompagné d'un SMS de Roxane. « Où êtes-vous ? Alice va bien. Arrêtez de dramatiser. » Il ignora le message et appela sa personne à contacter en cas d'urgence, sa sœur Marissa Ross, qui habitait à 30 minutes de chez lui. « Santiago, je croyais que vous étiez déployé. Je suis à la maison. Urgence. Pouvez-vous me retrouver immédiatement à l'hôpital Mémorial ? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alice est hospitalisée pour malnutrition. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour rester avec elle pendant que je gère la situation à la maison. » Marissa est arrivée moins d'une heure plus tard, le visage choqué par l'état d'Alice. À 31 ans, Marissa avait suivi l'exemple de Santiago, elle avait surmonté son enfance difficile grâce à ses études et à son travail acharné, devenant une assistante juridique prospère dotée d'un sens aigu de la stratégie juridique. « Qui lui a fait ça ?» demanda doucement Marissa en étudiant le dossier médical d'Alice. « Roxane, elle vole l'argent de la nourriture d'Alice pour financer une liaison. » L'expression de Marissa devint froide. Elle partageait l'instinct protecteur de Santiago envers sa famille. Et voir Alice dans cet état a déclenché la même colère impitoyable qui avait fait de Santiago un soldat efficace. « Que voulez-vous que je fasse ? Restez avec Alice. Documentez tout. Ne pas laisser Roxane s'approcher d'elle sans surveillance. Où allez-vous ? » Le sourire de Santiago était dénué de chaleur. « À la maison pour discuter avec ma femme. » Le trajet jusqu'à sa maison de banlieue dura 23 minutes, pendant lesquelles Santiago peaufina sa stratégie. Il rassemblerait des preuves, assurerait l'avenir d'Alice et veillerait à ce que Roxane et son amant paient les conséquences de leur trahison. De l'extérieur, la maison paraissait normale, une pelouse bien entretenue, une façade soignée, l'image d'une famille de militaires heureuse. Santiago utilisa sa clé pour entrer discrètement, remarquant immédiatement des changements qui confirmèrent ses soupçons. De nouveaux meubles dans le salon, du vin de luxe dans la cuisine, des vêtements d'homme dans la buanderie qui ne lui appartenaient pas. Le réfrigérateur contenait de l'alcool et des produits de luxe, tandis que le garde-manger contenait le strict minimum de nourriture pour un enfant. Santiago photographia tout méthodiquement, accumulant des preuves avec la minutie d'un enquêteur criminel. Dans la chambre, il trouva le journal de Roxane détaillant sa liaison avec Wendell Cox, y compris des passages témoignant d'un mépris total pour les besoins d'Alice. Un passage, daté de 2 semaines plus tôt, fit trembler les mains de Santiago d'une rage contenue. Il veut aller à Aspen ce week-end. Il faut convaincre Santiago d'envoyer plus d'argent. Alice n'arrête pas de se plaindre d'avoir faim, mais les enfants exagèrent tout. Santiago lisait lorsqu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Roxane entra avec Wendell Cox. Tous deux revenaient visiblement d'un déjeuner coûteux, tandis qu'Alice gisait, mal nourrie, dans un lit d'hôpital. « Santiago » cria Roxane, la surprise perceptible dans sa voix. « Que fais-tu ici ?» Santiago sortit de la chambre, le journal et son téléphone à la main, montrant les photos des preuves qu'il avait rassemblées. Roxane pâlit en voyant son expression, le regard froid et prédateur de quelqu'un qui avait identifié ses cibles et commencé à planifier leur destruction. « Il faut qu'on parle » dit Santiago doucement. Tous les trois. Wendell Cox s'avança avec une fausse assurance, apparemment inconscient qu'il avait face à lui quelqu'un entraîné à tuer efficacement et sans hésitation. « Écoute, Ross, c'est gênant, mais les adultes, parfois. » Santiago se déplaça avec une rapidité de combat, attrapa Cox par la gorge et le plaqua contre le mur. Les yeux du consultant en marketing s'écarquillèrent tandis que Santiago exerçait une pression précise sur sa trachée. « Ma fille est hospitalisée pour malnutrition pendant que vous lui volez l'argent de la nourriture pour les rendez-vous, » dit Santiago sur le ton de la conversation. « Ça fait de toi mon ennemi. » Cox peinait chaque semaine. Son train de vie paisible ne faisait pas le poids face au conditionnement militaire de Santiago. Impossible de respirer. « Bien, » dit Santiago, relâchant Cox qui s'effondra, haletant au sol.
Maintenant, tu comprends les règles. Roxane s'avança, essayant de reprendre le contrôle par la manipulation. Santiago, tu réagis de manière excessive. Alice va bien. Alice est à l'hôpital, l'interrompit Santiago, sa voix déchirant ses mensonges. Malnutrition sévère. Les médecins disent qu'elle meurt de faim depuis des mois. C'est impossible. Santiago brandit son journal, ouvert à l'entrée accablante. Tes propres mots, Roxane. Alice n'arrête pas de se plaindre d'avoir faim, mais les enfants exagèrent tout. Le visage de Roxane devint blanc en réalisant l'ampleur de son exposition. Tu as fouillé dans mes affaires privées. J'ai enquêté sur la tentative de meurtre de ma fille, corrigea Santiago. Voilà de quoi il s'agit. Tu as volé l'argent de la nourriture d'une enfant de 8 ans pour financer ta liaison. Wendell Cox se releva péniblement en se frottant la gorge. Écoute, mec, je ne savais rien de ce gosse. Le revers de Santiago envoya Cox trébucher sur la table basse. Tu as pris l'argent destiné à nourrir ma fille. Ça fait de toi un complice. Cox saignait de sa lèvre fendue. Santiago reporta toute son attention sur Roxane. Voilà ce qui va se passer. Tu vas faire tes bagages et partir. Tu ne recontacteras plus jamais Alice, et vous allez tous les deux payer pour ce que vous avez fait. Tu ne peux pas me forcer à quitter ma propre maison, dit Roxane, essayant d'invoquer la défiance. Santiago sourit, son expression terrifiante par son absence totale de pitié. Regarde-moi. La guerre pour l'avenir d'Alice avait commencé, et Santiago Ross comptait bien la remporter. Chapitre 3. Collecte de renseignements. La première priorité tactique de Santiago était d'assurer l'avenir immédiat d'Alice tout en constituant un dossier irréfutable contre ses agresseurs. Il avait appris en Afghanistan que des opérations réussies nécessitaient des preuves accablantes et des vecteurs d'attaque multiples, des leçons qui s'appliquaient parfaitement à sa guerre intérieure. Après avoir forcé Roxane et Wendell Cox à quitter la maison, Santiago passa la nuit à cataloguer les preuves avec une précision militaire, photographia le réfrigérateur vide et le garde-manger vide, documenta les achats coûteux qui avaient épuisé le budget alimentaire d'Alice et copia les documents financiers témoignant de mois de négligence systématique. Sa sœur, Marissa, appela de l'hôpital pour donner des nouvelles qui alimentèrent sa colère froide. Alice demanda à manger 3 fois en 2 heures. Les infirmières disent que c'est typique des enfants mal nourris. Elles craignent que la nourriture ne disparaisse. Santiago sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Sa fille avait été entraînée par la faim à accumuler de la nourriture, développant un instinct de survie dont aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir besoin. Comment réagit-elle au traitement? Mieux. Il commence à lui donner des aliments solides demain. Mais Santiago, elle sursaute à l'approche d'inconnus. Ce n'est pas normal. Santiago a assimilé cette information, ajoutant un traumatisme psychologique à la liste des crimes dont sa femme et son amant répondraient. Des problèmes avec la venue de Roxane? Elle a essayé. J'ai dit à la sécurité de la tenir à l'écart, conformément à vos instructions. Elle n'était pas contente. Tant mieux. Je veux qu'elle soit en colère et qu'elle commette des erreurs. Santiago appela ensuite Trevor Lowry, un avocat spécialisé en droit de la famille militaire qui avait servi comme officier du JAG avant de se lancer dans le privé. Trevor comprenait les défis uniques auxquels sont confrontés les soldats déployés et avait la réputation d'être un avocat agressif. Santiago, j'ai entendu dire que tu étais de retour. Comment va Alice? C'est pour ça que j'appelle. J'ai besoin d'un avocat pour une affaire de garde d'enfants impliquant une mise en danger d'enfant. Le ton de Trevor devint immédiatement plus dur. À quel point? Santiago il a résumé l'état d'Alice et les preuves qu'il avait recueillies, lisant directement les entrées du journal et les rapports médicaux de Roxane. Trevor écoutait sans interruption, posant occasionnellement des questions de clarification qui démontraient sa compréhension tactique. Il s'agit de négligence criminelle, a conclu Trevor. Avec vos documents et l'état de santé d'Alice, nous pouvons engager simultanément une procédure de garde d'urgence et des poursuites pénales. Qu'en est-il des droits de Roxane? Les droits parentaux peuvent être révoqués pour maltraitance et négligence. Compte tenu des preuves médicales et de ses propres aveux écrits, elle risque une peine de prison, et non des litiges relatifs à la garde. Santiago a été satisfait de cette confirmation. Dans combien de temps pouvons-nous agir? Audience de garde d'urgence demain matin. Je déposerai plainte au pénal auprès du bureau du procureur cet après-midi. Votre femme est sur le point de découvrir que négliger l'enfant d'un soldat a des conséquences.
Pendant que Trevor préparait les documents juridiques, Santiago se concentrait sur la collecte de renseignements concernant Wendell Cox. Les bases de données militaires ont révélé que Cox avait pour habitude de cibler les épouses de militaires lors des déploiements, de se déplacer entre les bases et d'exploiter les familles vulnérables. Les dossiers financiers de Cox, obtenus grâce au contact de Santiago lors de son enquête, révélaient un train de vie bien supérieur à ses revenus déclarés. Il vivait dans un appartement luxueux, conduisait une BMW en leasing et maintenait des dettes de cartes de crédit qui suggéraient qu'il dépendait des autres pour financer son train de vie. Plus intéressant encore, Cox avait été marié 2 fois, chaque fois à des épouses de militaires qui avaient divorcé de leur mari pendant leur déploiement. Dans chaque cas, les femmes divorcées avaient ensuite mis fin à leur relation avec Cox après avoir épuisé leurs indemnités de divorce. Santiago était en train d'établir le profil psychologique de son ennemi lorsque son téléphone sonna, un appel provenant d'un numéro non répertorié. « Santiago, il faut qu'on parle », la voix de Roxon était désespérée et furieuse. « Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille. »« Ta fille se remet de la malnutrition que tu as causée », répondit Santiago froidement. « Tu n'as rien à me dire que je souhaite entendre. J'ai fait des erreurs, mais Alice est toujours mon enfant. Tu as perdu ce droit en lui volant l'argent de sa nourriture pour des rendez-vous avec ton petit ami. Ce n'était pas comme ça. Tu ne comprends pas la pression. » Le rire de Santiago était dénué d'humour. La pression de voler une enfant de 8 ans. Explique-moi ça. Roxane perdit son sang-froid. Tu étais tout le temps absent. J'étais seul. J'avais besoin. Tu devais nourrir notre fille. Santiago l'interrompit. Tout le reste était secondaire par rapport à cette responsabilité. Wendell dit qu'on peut arranger ça. Il a des idées. Wendell Cox est un prédateur qui cible les familles de militaires. Il t'a utilisé pour voler ma fille et maintenant vous allez tous les deux payer pour ça. Comment ça, payer pour ça? La voix de Santiago devint glaciale. Tu le sauras. Il raccrocha et contacta immédiatement Rick Flynn, un ancien agent des forces spéciales devenu détective privé spécialisé dans la surveillance et la sécurité. Rick avait servi avec Santiago en Afghanistan et comprenait l'importance de protéger la famille des menaces domestiques. Santiago, content d'avoir de tes nouvelles. Je pensais que tu étais en mission. Congé d'urgence. J'ai besoin d'une surveillance sur 2 cibles, ma femme et son petit ami. Une couverture complète, une documentation complète. Personnelle ou professionnelle? Les 2. Ils sont poursuivis pour négligence envers enfants. Je veux des preuves de leurs activités pendant que l'affaire suit son cours. Rick a tout de suite compris. Une contre-surveillance aussi, au cas où il tenterait quelque chose de stupide. Affirmatif. Ces gens ont prouvé qu'ils étaient prêts à faire du mal à un enfant pour de l'argent. Je ne veux pas de surprise. Ce soir-là, Santiago est retourné à l'hôpital et a trouvé Alice assise et mangeant des aliments solides pour la première fois depuis des semaines. Son teint avait changé, même si elle paraissait encore fragile comparée à ses souvenirs de son apparence saine. « Papa, tu restes à la maison maintenant ?» demanda Alice tandis que Santiago l'aidait à préparer le dîner. « Oui, ma chérie. Je ne vais nulle part tant que tu n'ira pas complètement mieux. Maman revient ?» Santiago observa l'expression de sa fille, cherchant des indices sur ses sentiments envers Roxane. Ce qu'il vit le surprit. Alice semblait plus soulagée que contrariée par l'absence de sa mère. « Tu veux qu'elle revienne ?» demanda Santiago avec attention. Alice réfléchit à la question avec le sérieux d'une enfant de 8 ans. Elle s'est énervée quand je lui ai dit que j'avais faim, et elle préférait Wendell à moi. Santiago sentit la rage monter en lui, mais garda une voix douce. Alice, ce n'était pas ta faute. Les adultes sont censés prendre soin des enfants, et non l'inverse. Je sais, dit Alice simplement. Tu prends toujours soin de moi quand tu es à la maison. La confiance dans sa voix faillit briser le contrôle émotionnel de Santiago. Sa fille avait enduré des mois de négligence et de faim, mais elle croyait toujours que son père la protégerait. Je veillerai à ce que tu sois toujours en sécurité, promit Santiago. Plus jamais personne ne te fera de mal. Alice hocha la tête, acceptant cette assurance avec la confiance que les enfants placent en leurs parents qui ont gagné leur confiance par leur persévérance. Le docteur Herman s'approcha. Avec les derniers résultats d'analyse d'Alice, une nette amélioration est déjà constatée. Son corps réagit bien à une alimentation adaptée. Avec des soins continus, elle devrait se rétablir complètement.
Combien de temps avant de pouvoir rentrer à la maison? Encore quelques jours de surveillance. Nous voulons garantir une prise de poids et une absorption des nutriments stables. Santiago hocha la tête, puis posa la question la plus importante. Docteur, ce niveau de malnutrition aura-t-il des effets permanents? Peu probable compte tenu de son âge et de sa durée relativement courte. Les enfants sont résilients, mais l'impact psychologique de la faim chronique peut prendre plus de temps à se résorber. Santiago assimila cette information, ajoutant un suivi psychologique à sa liste de dépenses que Roxane et Cox finiraient par payer. Son téléphone vibra, un SMS de Rick Flynn lui parvint. Objectifs atteints. Activités intéressantes à signaler. Santiago sortit dans le couloir pour prendre l'appel de Rick, laissant Marissa avec Alice. Qu'avez-vous? Votre femme et Cox séjournent au Marriott du centre-ville. Ils ont beaucoup bu et se disputent pour des questions d'argent. Cox n'arrête pas de parler de quitter la ville. Y a-t-il une indication qu'ils envisagent de fuir? Possible. Cox a passé plusieurs appels au sujet de la liquidation de ses biens. Sa femme a appelé des avocats, mais la plupart refusent de prendre l'affaire après avoir vu les preuves. Santiago sourit d'un air sombre. La nouvelle se répandait dans la communauté juridique que Roxane Ross avait avoué avoir affamé sa fille pendant que son mari servait à l'étranger. Rares sont les avocats qui souhaiteraient que leur nom soit associé à une telle affaire. Continuez la surveillance. Je veux savoir s'il tente de quitter l'État. Bien reçu. Santiago, il y a autre chose. Cox a appelé d'autres épouses de militaires. On dirait qu'il est déjà en quête de sa prochaine cible. L'expression de Santiago prit un air prédateur. Wendell Cox n'était pas seulement une menace pour sa famille. C'était un prédateur en série qui continuerait à victimiser les familles de militaires jusqu'à ce qu'on l'arrête définitivement. Documentez tout, ordonna Santiago. Je veux un compte rendu complet de ses activités. En retournant dans la chambre d'Alice, Santiago ressentit la froide satisfaction d'une mission de reconnaissance réussie. Ses ennemis étaient isolés, leurs ressources épuisées et leurs options réduites. La phase suivante de sa campagne allait commencer par une guerre juridique visant à les détruire systématiquement. Roxane et Wendell Cox avaient choisi de mener guerre contre sa famille. Ils allaient maintenant apprendre ce qui se passait lorsqu'ils combattaient un soldat professionnel qui protégeait ce qu'il aimait avec une impitoyable impitoyabilité. La phase de collecte de renseignements était terminée. Demain, la vraie bataille commencerait. Chapitre 4. L'assaut juridique. L'audience d'urgence pour la garde des enfants commença à 9 heures précises dans la salle d'audience du juge Dwayne Rigg, un environnement stérile où Santiago allait mener la première bataille officielle pour l'avenir de sa fille. Santiago arriva en uniforme, arborant ses décorations de combat et ses rubans de déploiement, une décision calculée pour rappeler à tous que le père d'Alice servait son pays tandis qu'elle était négligée. Trevor Lowry avait préparé leur dossier avec une précision militaire, organisant des preuves qui racontaient une histoire accablante de maltraitance systématique d'enfants. Les dossiers médicaux documentaient la malnutrition d'Alice. Les relevés financiers montraient que des fonds avaient été détournés de la garde des enfants pour financer une liaison, et les écritures du journal de Roxane fournissaient des aveux accablants sur ses priorités. Roxane entra avec son avocat engagé à la hâte, Bob Lindsay, un spécialiste du droit de la famille qui semblait mal à l'aise avec les preuves qu'on lui avait confiées. Wendell Cox était remarquablement absent, apparemment assez intelligent pour éviter un tribunal où son rôle dans la mise en danger d'enfants serait révélé. Le juge Rigg examina les rapports médicaux avec l'air sombre de quelqu'un qui avait vu trop de cas de maltraitance d'enfants. À 61 ans, Rigg était un ancien procureur connu pour ses lourdes peines infligées à quiconque s'en prenait à des enfants. Monsieur Lowry, présentez le dossier de votre client, ordonna le juge Rigg. Trevor se leva et prononça une déclaration liminaire qui détruisit systématiquement toute défense possible de Roxane. Il présenta le dossier médical d'Alice, des photos du réfrigérateur et du garde-manger vide, des relevés bancaires montrant des achats de luxe pendant que la pension alimentaire était utilisée, et des écritures de journal qui témoignaient d'une indifférence cruelle envers un enfant affamé. Votre honneur, pendant que le sergent-chef Ross était déployé en Afghanistan pour défendre notre nation, sa femme affamait systématiquement leur fille de 8 ans pour financer une liaison extra-conjugale. Les preuves médicales révèlent une malnutrition chronique qui aurait pu causer des troubles du développement permanent. Le juge Rigg examina le journal de Roxane, lisant à voix haute plusieurs entrées qui la faisaient tressaillir à chaque mot. Madame Ross, c'est bien votre écriture. Oui, votre honneur, mais ces écritures ont été sorties de leur contexte. Quel contexte justifie d'écrire qu'Alice se plaint sans cesse d'avoir faim,
mais que les enfants exagèrent tout en dépensant son argent de poche au restaurant avec votre petite amie. L'avocat de Roxane a tenté de limiter les dégâts. Votre honneur, ma cliente reconnaît avoir commis des erreurs, mais elle n'en avait aucune intention. L'intention importe peu. Le juge Rigg l'interrompit. L'enfant a été hospitalisé pour malnutrition sévère. C'est la conséquence des actes de Madame Ross. Quelles que soient ses intentions, Santiago regarda la défense de Roxane s'effondrer avec une satisfaction clinique. Trevor avait monté un dossier inattaquable qui ne laissait place ni à la compassion ni aux excuses. Monsieur Ross, le juge Rigg s'adressa directement à Santiago. Où est votre fille actuellement? Toujours hospitalisée, votre honneur. Elle se remet de la malnutrition, mais les médecins veulent suivre son évolution avant sa sortie. Et vos projets pour ses soins? J'ai pris un congé prolongé de l'armée pour m'assurer qu'Alice reçoive une alimentation, des soins médicaux et un soutien psychologique approprié. Ma sœur, avocate auxiliaire, aide à coordonner son rétablissement. Juge Rigg hocha la tête d'un air approbateur. Madame Ross, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne statue sur la garde d'urgence? Roxane se tenait debout, tremblante, réalisant apparemment que ses droits parentaux étaient sur le point d'être révoqués. Votre honneur, j'aime ma fille. J'ai commis des erreurs, mais je peux apprendre. Vous avez affamé une enfant de 8 ans, dit le juge Rigg d'un ton neutre. L'amour ne cause pas la malnutrition. La décision fut rapide et complète. Santiago obtint la garde exclusive d'urgence avec droit de visite surveillée pour Roxane, sous réserve de son respect des cours de parentalité ordonnés par le tribunal et de l'évaluation psychologique. Plus important encore, le juge Rigg renvoya l'affaire au parquet pour poursuite pénale. À la sortie du tribunal, Trevor informa Santiago des prochaines étapes de la bataille juridique. Les accusations criminelles incluront probablement la mise en danger d'enfants, la négligence et peut-être la fraude pour abus de pension alimentaire. Roxane risque 2 à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. Et Cox? Plus difficile à poursuivre directement puisqu'il n'est pas le parent d'Alice, mais nous pouvons engager des poursuites pour complot et responsabilité civile. Il a sciemment participé à priver un enfant des ressources nécessaires. Santiago éprouva de la satisfaction lorsque sa stratégie juridique commença à porter ses fruits. Mais cette victoire judiciaire n'était que le premier pas vers une campagne plus vaste visant à anéantir ses ennemis. Son téléphone vibra, alimentant les nouvelles de l'opération de surveillance de Rick Flynn. Les cibles paniquaient. Roxane appelait sa famille pour obtenir de l'argent. Cox liquidait ses biens. Ils se savaient en grande difficulté. Un signe qu'ils envisageaient de fuir? Cox avait acheté des billets d'avion pour le Mexique pour demain soir. Paiement comptant, aller simple. L'expression de Santiago devint froide. L'amant de sa femme prévoyait de l'abandonner et de fuir le pays plutôt que de subir les conséquences de ses crimes. Cette lâcheté serait utile pour séparer ses ennemis et les traiter individuellement. Poursuivez la surveillance. N'interférez pas encore avec leur projet de voyage. La prochaine étape de Santiago fut l'hôpital, où Alice montrait une amélioration remarquable grâce à des soins médicaux appropriés. Ses couleurs étaient revenues à la normale. Son énergie reprenait et, surtout, son sourire était sincère lorsqu'elle vit son père. « Papa, le médecin dit que je peux rentrer demain. » Alice annonça que Santiago l'aida à déjeuner. « C'est merveilleux, ma chérie. Tu es excitée? » « Oui, mais Alice hésita, l'air incertain. « Mais que va faire maman là-bas ?» Santiago s'assit près du lit de sa fille, choisissant ses mots avec soin. « Non, Alice. Maman a fait de mauvais choix et le juge a décidé que tu devais vivre avec moi pour le moment. » Bien, dit simplement Alice, surprenant Santiago par sa franchise. Elle était méchante quand elle avait faim, et elle avait faim très souvent. Santiago réalisa que sa fille de 8 ans était plus consciente de la dynamique familiale qu'il ne l'avait compris. Alice avait compris que l'humeur et le traitement de Roxane dépendaient de circonstances indépendantes de sa volonté. « Alice, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute. Les adultes sont censés prendre soin des enfants, pas les blâmer pour leurs problèmes. » Alice hocha la tête solennellement. « Je sais. Tu me l'as appris avant de partir. » Santiago ressentit une vague de fierté devant la résilience et la lucidité de sa fille. Malgré des mois de négligence et de manipulation psychologique, Alice avait conservé son sens du bien et du mal. Le docteur Herman s'approcha avec les papiers de sortie d'Alice. Elle a fait d'excellents progrès.
Continuez les compléments alimentaires pendant un mois supplémentaire et surveillerez sa prise de poids chaque semaine. Y a-t-il des restrictions d'activité? Aucune. Elle peut reprendre ses activités d'enfant normales dès qu'elle se sent à l'aise. Les rendez-vous de suivi psychologique sont prévus la semaine prochaine. Alors que Santiago examinait les instructions de sortie, son téléphone a sonné. Le procureur Chester Jefferson, un ancien marine décoré qui prenait personnellement les crimes contre les familles de militaires à cœur. Santiago, j'ai examiné les preuves de l'audience de ce matin. Nous déposons des accusations criminelles contre votre femme cet après-midi. Quelles accusations? Plus précisément, mise en danger d'enfants au premier degré, négligence criminelle et fraude pour détournement de pension alimentaire. Elle risque une lourde peine de prison, et Wendell Cox, complot en vue de mettre en danger un enfant, contribution à la délinquance d'un mineur, complicité de fraude. De plus, nous étudions des accusations fédérales, car il s'agissait d'un militaire déployé. Santiago sourit sombrement. Quand les arrêtez-vous? Demain matin. Nous voulons nous coordonner avec votre équipe de surveillance pour nous assurer de les arrêter tous les deux. Santiago a raccroché et a immédiatement contacté Rick Flynn. Changement de plan. Cox et Roxanne seront arrêtés demain matin. Je veux que vous soyez en mesure de documenter leur réaction. Bien reçu. Vous voulez que j'empêche Cox de fuir ce soir? Santiago a soigneusement réfléchi à la question. Laisser Cox s'enfuir l'éliminerait de la menace, mais pourrait le laisser libre de s'en prendre à d'autres familles de militaires. Assurer son arrestation garantirait une punition, mais nécessiterait une coordination plus complexe. Laissez-le tenter de fuir, décida Santiago. Mais alertez les autorités fédérales de ses plans de vol. Je veux qu'il soit arrêté à l'aéroport. Compris. Ce sera très satisfaisant à regarder. Alors que Santiago se préparait à ramener Alice chez elle le lendemain, il repensa à la première phase de sa campagne. Le système judiciaire s'employait efficacement à punir les agresseurs de sa fille. Mais le sens personnel de la justice de Santiago exigeait des conséquences plus complètes. Roxanne et Cox avaient choisi de faire la guerre à sa famille pendant qu'il servait son pays. Une punition légale satisferait les exigences de justice de la société, mais les critères de Santiago en matière de châtiment étaient plus rigoureux. L'assaut juridique formel était presque terminé. Demain commencerait le jugement personnel qui permettrait à ses ennemis de comprendre le prix réel de la guerre. Trahir la famille d'un soldat des forces spéciales. Alice était en sécurité. La loi était de son côté. Et ses ennemis allaient découvrir qu'il était impossible de s'échapper. La phase suivante de la guerre de Santiago serait bien plus personnelle. Chapitre 5. Les titans du net. Les arrestations commencèrent à l'aube, coordonnées entre la police locale et les agents fédéraux afin qu'aucune cible ne puisse prévenir l'autre. Santiago observait depuis la surveillance de Rick Flynn. Roxanne, la fille de Van, fut placée en garde à vue au Marriott. Ses protestations choquées, incompréhensibles par les accusations, tombèrent dans l'oreille d'un sourd tandis que les agents lisaient ses droits. L'arrestation de Wendell Cox à l'aéroport international de Denver fut plus dramatique. Des agents fédéraux l'interceptèrent à la porte d'embarquement, son billet allait simple pour le Mexique prouvant son intention d'échapper aux poursuites. Santiago éprouva une froide satisfaction en voyant l'agresseur de sa fille réaliser qu'il était impossible de s'échapper. Les deux cibles sont en détention, rapporta Rick. Cox fait actuellement l'objet de poursuites fédérales. Fuite interétatique pour éviter les poursuites. Santiago hocha la tête, satisfait de voir le filet juridique se resserrer autour de ses ennemis. Mais leur arrestation n'était que le début de leur châtiment. La véritable justice exigeait la destruction totale de leur capacité à nuire aux autres familles. Le retour d'Alice cet après-midi-là fut une célébration silencieuse. Santiago avait passé la matinée à préparer la maison, à approvisionner la cuisine en aliments sains, à effacer toute trace de Roxanne et Cox, et à créer un environnement sur où sa fille pourrait commencer à guérir. C'est différent, observa Alice en traversant le salon. Comment? Plus calme, comme si plus personne n'était en colère. Santiago réalisa que sa fille de 8 ans avait vécu dans un foyer chargé de tensions et de conflits pendant son déploiement. La liaison de Roxanne et ses escroqueries financières avait créé une atmosphère de stress qu'Alice avait absorbée sans en comprendre la source. Tu es en sécurité maintenant, lui assura Santiago. Personne ne t'en voudra d'avoir faim ou d'avoir besoin de quelque chose. Alice hocha la tête, acceptant cette promesse avec la confiance que les enfants accordent.
Chez des parents qui les protègent systématiquement. Le téléphone de Santiago a sonné, le procureur Jefferson a appelé. Les deux suspects sont en détention et en cours de jugement. Roxon demande déjà un arrangement. Quel genre d'arrangement? Un témoignage contre Cox en échange d'une réduction des charges. Elle affirme qu'il l'a manipulée pour la pousser à commettre une fraude financière. Santiago a été dégoûté par la tentative de sa femme de rejeter la faute sur les autres. Elle a écrit dans son propre journal qu'elle avait volé l'argent de la nourriture d'Alice. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un choix. D'accord. Nous ne proposons aucun arrangement tant qu'ils n'auront pas fourni de preuves substantielles. Pour l'instant, les preuves les condamnent tous les deux sans coopération. Santiago a mis fin à l'appel et s'est concentré sur la phase suivante de sa campagne, s'assurer que la destruction de son ennemi aille au-delà des sanctions pénales. Une sanction légale satisferait la justice officielle, mais les valeurs personnelles de Santiago exigeaient des conséquences plus complètes. Il a appelé Van Dunbar, un enquêteur financier spécialisé dans le recouvrement d'actifs et ancien officier de police militaire. Van comprenait l'importance de protéger les familles des soldats contre les prédateurs financiers. Santiago a entendu dire que vous étiez dans l'arrière-pays. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'une réponse complète. Analyse financière des activités de Wendell Cox. Revenus, dépenses, dettes et tous les biens susceptibles d'être saisis en vue d'une restitution. Intérêt personnel ou professionnel? Les deux. Cox a contribué au vol d'argent destiné à nourrir ma fille. Je veux que tous ces biens soient utilisés pour financer son rétablissement. La voix de Van se durcit aussitôt. Envoie-moi ce que tu as. Je vais décortiquer ses finances pièce par pièce. Santiago transmettit les documents financiers qu'il avait rassemblés, ainsi que des relevés bancaires montrant comment Cox avait bénéficié de l'argent volé aux soins d'Alice. L'expertise de Van permettrait d'identifier tous les biens susceptibles d'être réclamés en restitution. Il appela ensuite sa sœur, Marissa, qui recherchait des stratégies juridiques pour maximiser les sanctions civiles contre les deux accusés. Santiago, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le Colorado a une loi sur la responsabilité civile pour les crimes contre les enfants. Tu peux poursuivre Roxanne et Cox pour les frais médicaux, l'accompagnement psychologique et les dommages et intérêts punitifs d'Alice. De combien parle-t-on? Les frais médicaux à eux seuls seront considérables. Hospitalisation, traitement continu, accompagnement psychologique, mais les dommages et intérêts punitifs pourraient atteindre 6 chiffres chacun, surtout compte tenu de la décision délibérée. La nature de leurs actes. Santiago sourit d'un air sombre. Des poursuites pénales entraîneraient des peines de prison, mais une action civile entraînerait une ruine financière qui durerait longtemps après leur libération. Portez plainte. Je veux qu'ils comprennent tous les deux que faire du mal à Alice leur coûtera tout ce qu'ils possèdent. Ce soir-là, Santiago se concentra sur la routine de récupération d'Alice, un dîner nourrissant, l'aide aux devoirs qu'elle avait manqué pendant son hospitalisation et les histoires du soir qui rétablissaient leur relation père-fille normale. « Papa » demanda Alice tandis que Santiago l'abordait. « Pourquoi maman a-t-elle arrêté de me nourrir ?» La question transperça le cœur de Santiago. Sa fille de 8 ans essayait de comprendre la trahison des adultes, une trahison qui ne devrait exister dans le monde d'aucun enfant. Parfois, les adultes font de très mauvais choix, expliqua prudemment Santiago. Maman choisissait des choses plus importantes pour elle que de prendre soin de toi, comme Wendell. Santiago fut frappé par la perspicacité d'Alice. Oui, elle a choisi Wendell plutôt que sa responsabilité envers toi. Vas-tu choisir quelque chose de plus important que moi? La question révéla la peur profonde d'Alice que son père l'abandonne. Elle la regardait comme sa mère l'avait fait. Santiago s'agenouilla près de son lit, la regardant droit dans les yeux. Alice, rien au monde n'est plus important pour moi que toi. Ni le travail, ni l'argent, ni les autres. Tu es ma tâche la plus importante. Alice sourit, acceptant cette assurance avec un soulagement visible. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie, pour toujours. Alors qu'Alice s'endormait, le téléphone de Santiago vibra, alimenté par les nouvelles de son réseau d'enquêteurs. L'empire financier de Wendell Cox s'effondrait sous les regards. Ses actifs étaient en grande partie financés par des dettes. Ses revenus étaient sporadiques et son train de vie était soutenu par l'argent volé aux familles de militaires. Plus grave encore, Rick Flynn avait découvert des preuves que Cox menait un stratagème systématique pour cibler les épouses de militaires lors des déploiements. Il avait cultivé des relations avec plusieurs femmes,
leur soutirant argent et ressources avant de s'en prendre à de nouvelles. Soniago. Ce type pratique la même arnaque depuis des années. Rick a signalé au moins 6 familles de militaires. Nous pouvons en documenter, probablement plus. Il cible spécifiquement les femmes de soldats déployés. Santiago estimait fureur froide à cette révélation. Cox n'était pas seulement un opportuniste qui avait profité de la solitude de Roxxon. C'était un prédateur en série qui détruisait délibérément des familles de militaires pour le profit. Documentez tout. Je veux que les autorités fédérales comprennent qu'elles ont affaire à un criminel de carrière. Le FBI est déjà sur le coup, s'intéressant aux réseaux interétatiques. Cela pourrait devenir une affaire de racket fédérale. La guerre personnelle de Santiago prenait une ampleur plus vaste, une campagne pour protéger toutes les familles de militaires des prédateurs comme Wendell Cox. La souffrance de sa fille servirait un objectif plus important en révélant et en mettant fin à une menace systématique pour la communauté militaire. Le lendemain matin, des nouvelles allaient accélérer le déroulement de l'affaire Santiago. Trevor Lowry a appelé pour donner des nouvelles du bureau du procureur. L'avocate de Roxxon insiste pour obtenir une négociation de peine. Elle propose de témoigner contre Cox et de fournir des preuves sur ses autres victimes. Que demande-t-elle en échange? Une peine minimale, et éventuellement une probation au lieu d'une peine de prison. Santiago sentait la rage monter en lui. Elle a affamé ma fille pendant des mois. Aucun accord ne le permet. Acceptable. Je suis d'accord. Mais le procureur veut savoir ce qu'elle sait des autres crimes de Cox. Cela pourrait aider à protéger d'autres familles. Santiago a soigneusement examiné ce dilemme. Son désir personnel d'une peine maximale était en conflit avec la possibilité de révéler les activités criminelles plus vastes de Cox. Organiser une réunion. Je veux savoir exactement ce qu'elle propose avant que quiconque ne prenne une décision. Alors que Santiago se préparait à la conversation la plus difficile de la campagne, il réfléchissait à la façon dont le désespoir de son ennemi créait des opportunités de victoire encore plus grandes. La volonté de Roxane de trahir Cox démontrait les mêmes priorités égoïstes qui l'avaient conduite à négliger Alice. L'étau se resserrait autour des deux cibles. Mais l'objectif ultime de Santiago restait inchangé, la destruction totale de tous ceux qui avaient fait du mal à sa fille, quelle que soit leur relation ou leurs excuses. La justice n'exigeait rien de moins qu'une victoire totale. Chapitre 6. La trahison. La réunion avec Roxane eut lieu dans la salle de conférence sécurisée du bureau du procureur, supervisée par des avocats et conçue pour éviter tout contact direct entre Santiago et la femme qui avait trahi leur famille. Santiago était assis en face de sa épouse. Elle observait les changements que la culpabilité et le désespoir avaient provoqués dans son apparence. Roxane paraissait hagarde, sa beauté soigneusement entretenue remplacée par l'épuisement et le regard creux de quelqu'un qui risque la prison. Elle évita le regard de Santiago, se concentrant plutôt sur son avocat, Bob Lindsay, qui semblait de plus en plus mal à l'aise face à la position de son client. Madame Ross, procureure de Jefferson, commença solennellement, vous témoignez contre Wendell Cox en échange d'une contrepartie pour votre condamnation. Expliquez-moi quelles informations vous pouvez fournir. La voix de Roxxon tremblait lorsqu'elle commença ses aveux. Wendell m'a dit qu'il avait déjà fait ça, qu'il ciblait des épouses de militaires pendant que leur mari était déployé. Il disait que les femmes de soldats étaient des proies faciles parce qu'elles étaient seules et avaient accès à des revenus stables. Santiago sentait l'ICE se former dans ses veines. Sa femme savait qu'elle participait à un complot délibéré visant à s'en prendre aux familles de militaires. A-t-il mentionné des victimes précises, demanda Jefferson. 3 que je connaisse. Jennifer Wagner à Fort Carson, Lisa Herman à la base aérienne de Peterson, et une autre femme à Buckley dont j'ai oublié le nom. Il m'a montré des photos, se vantant parfois de l'argent qu'il leur avait tiré. Trevor Lowry s'est penché en avant. Madame Ross, vous admettez que vous saviez que Wendell Cox ciblait délibérément les familles de militaires à des fins d'exploitation financière. Oui, murmura Roxane, cet aveu la condamnant totalement. Les poings de Santiago se serrèrent tandis qu'il assimilait la connaissance que sa femme avait du comportement prédateur de Cox. Elle n'avait pas été une victime naïve. Elle avait participé volontairement à un plan, elle le savait, visant à détruire les familles de militaires. Et l'état d'Alice? Poursuivit Jefferson. Quand avez-vous réalisé qu'elle souffrait de malnutrition? Roxane perdit son sang-froid. Je savais qu'elle maigrissait, mais je croyais me persuader que ce n'était pas si grave. Vous vous disiez que voler son argent de poche n'était pas grave? Santiago parla pour la première fois,
sa voix coupant court à sa tentative de justification. Roxane le regarda enfin dans les yeux, et ce que Santiago y vit anéantit toute possibilité de pitié. Il n'y avait aucun remords sincère, seulement la peur des conséquences et la colère d'avoir été attrapé. Santiago, vous ne comprenez pas la pression que je subissais. La pression de devoir choisir entre nourrir notre fille et financer votre liaison avec un escroc. La voix de Santiago était d'un calme mortel. Expliquez-moi cette pression. Vous étiez tout le temps absent. J'étais seul. J'avais des besoins. Les besoins d'Alice passaient en premier. Santiago l'interrompit. C'était votre seul travail pendant que je défendais notre pays. Le masque de Roxane tomba complètement. Facile à dire pour vous. Tu as joué les soldats pendant que je me confrontais à la réalité. La réalité, c'était une fillette de 8 ans qui mourait lentement de faim pendant que tu lui volais l'argent de sa nourriture, dit Santiago d'un ton neutre. Tout le reste n'était que ton égoïsme. Bob Lindsay tentait de limiter les dégâts. Monsieur Jefferson, ma cliente est clairement émotive. Votre cliente révèle sa vraie nature, observa Trevor. Elle est plus en colère d'avoir été prise que pleine de remords d'avoir fait du mal à un enfant. Santiago observa l'expression de sa femme, la voyant clairement. Elle avait toujours été sous la façade d'une épouse et d'une mère de militaire. Roxane n'avait jamais vraiment accepté la responsabilité du bien-être d'Alice. Elle considérait leur fille comme une obligation qui interférait avec ses désirs personnels. Madame Ross, poursuivit Jefferson, êtes-vous prête à témoigner que Wendell Cox cible délibérément des familles de militaires à des fins d'exploitation financière? Oui, et que vous avez participé sciemment à ce stratagème. Roxane hésita, consciente des implications d'un aveu complet. J'ai été manipulée. Vous venez de témoigner que Cox vous a parlé de victimes précédentes et vous a montré des photos, souligna Trevor. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du recrutement pour une conspiration. Santiago a vu la défense de sa femme s'effondrer en temps réel. Sa tentative de blâmer Cox tout en minimisant sa propre culpabilité anéantissait toute possibilité de clémence. Quelle peine demandez-vous en échange de ce témoignage, demanda Jefferson. Bob Lindsay s'entretint discrètement avec Roxane avant de répondre. Une probation avec travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. Le rire de Santiago était dénué d'humour. Elle a affamé un enfant de 8 ans et vous demandez une probation. Monsieur Ross Jefferson dit solennellement, vous aurez l'occasion de témoigner sur l'impact de la victime lors de la détermination de la peine. Pour l'instant, nous évaluons l'utilité des informations de Madame Ross. Santiago hocha la tête, comprenant la stratégie de l'accusation tout en maintenant sa position selon laquelle aucun accord ne pouvait justifier les crimes de Roxane. J'ai besoin d'entendre la version de Cox avant de conclure un accord, conclut Jefferson. Madame Ross, vous resterez en détention provisoire en attendant le procès. À la fin de la réunion, Santiago surprit la dernière tentative désespérée de manipulation de Roxane. Santiago, s'il vous plaît, pensez à Alice. Elle a besoin de sa mère. La réponse de Santiago fut formulée avec la froideur d'un ordre d'exécution militaire. Alice avait besoin de sa mère alors qu'elle mourait de faim. Vous avez préféré Wendell Cox à notre fille. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui volerait la nourriture d'un enfant. Le visage de Roxane se décomposa en réalisant que son mari ne lui pardonnerait jamais sa trahison. Celle qui s'attendait à ce que la manipulation émotionnelle fonctionne découvrait que l'instinct protecteur de Santiago envers Alice l'emportait sur tout sentiment résiduel pour leur mariage. À l'extérieur du tribunal, Trevor informa Santiago des implications juridiques du témoignage de Roxane. Ces informations sur les autres victimes de Cox renforcent considérablement le dossier fédéral. Le FBI a déjà contacté les femmes qu'elle a mentionnées. Qu'en est-il de sa condamnation? Jefferson ne proposera pas de probation après avoir vu son attitude aujourd'hui. Elle encourt une peine minimale de 3 à 5 ans, quelle que soit sa coopération. Santiago ressentit de la satisfaction à cette confirmation. Les propres paroles de Roxane avaient anéanti toute possibilité de clémence en révélant sa participation consciente au stratagème prédateur de Cox. Son téléphone vibra, un appel de Rick Flynn. Santiago. Cox est prêt à parler. Apparemment, il pense pouvoir conclure un marché en rejetant la faute sur Roxane. Santiago sourit d'un air sombre. Montrez-lui la vérité. Je veux entendre les mensonges qu'il est prêt à raconter. Le décor était planté pour la confrontation finale entre Santiago et l'homme qui avait contribué à détruire sa famille.
Le désespoir de Cox allait lui permettre d'infliger la punition maximale tout en protégeant d'autres familles de militaires de futures représailles. La guerre entrait dans sa phase finale, et Santiago comptait bien en sortir victorieux face aux ennemis qui avaient osé s'en prendre à sa fille. Chapitre 7. La justice du chasseur. Wendell Cox entra dans la salle d'interrogatoire, les chaînes de la prison fédérale entrèrent. Son assurance voilée fit place au calcul désespéré d'un prédateur acculé. Santiago observait derrière une vitre sans teint l'agent du FBI Bruce Marquet et le procureur Jefferson se préparaient à interroger l'homme qui avait systématiquement ciblé les familles de militaires. L'apparence de Cox trahissait le stress de 3 jours de détention fédérale. Ses vêtements coûteux remplacés par une combinaison orange, ses cheveux soigneusement coiffés en bataille, son charme d'antan introuvable. Santiago éprouva une satisfaction froide à voir l'agresseur de sa fille réduit à ce qu'il était, un criminel pathétique confronté à des preuves accablantes. Monsieur Cox. L'agent Marquet commença, vous êtes accusé de complot en vue d'escroquer des familles de militaires, de transport interétatique de fonds volés et de contribution à la mise en danger d'enfants. Ces accusations sont passibles de 20 à 30 ans de prison fédérale. L'avocat de Cox, Christophe Wagner, était un défenseur fédéral chargé de l'affaire après que 3 avocats privés eurent refusé de le représenter. Wagner avait l'air d'un homme qui savait que son client était coupable et espérait minimiser les dégâts plutôt que de gagner une bagatelle. Mon client est prêt à coopérer pleinement avec les autorités fédérales, annonça Wagner. Monsieur Cox dispose d'informations sur d'autres activités criminelles qui pourraient être précieuses pour les enquêtes en cours. Santiago se pencha en avant, curieux de savoir quel mensonge Cox allait raconter pour se sauver. L'homme qui avait pris l'argent destiné à nourrir Alice était sur le point de révéler sa véritable nature sous la pression. « Quelles informations proposez-vous » demanda Jefferson. Cox s'éclaircit nerveusement la gorge. Roxanne Ross avait tout planifié. Elle m'avait contacté spécifiquement parce qu'elle savait que j'avais de l'expérience avec les relations militaires. Elle voulait voler de l'argent à son mari et avait besoin de quelqu'un pour l'aider à le cacher. Santiago sentit la rage monter lorsque Cox tenta de se faire passer pour la victime de Roxanne plutôt que pour son complice. Cet homme n'avait aucune honte à mentir pour échapper à toute responsabilité pour maltraitance d'enfants. Monsieur Cox. L'agent Marquet consulta ses dossiers. Nous avons des preuves que vous avez ciblé au moins 6 épouses de militaires au cours des 3 dernières années. Comment cela corrobore-t-il votre affirmation selon laquelle Madame Ross était à l'origine du contact? Cox perdit son sang-froid. Ces autres situations étaient différentes. Différents en quoi? Vous identifiez systématiquement les épouses de soldats déployés, cultiviez des relations avec elles et soutiriez de l'argent destiné à l'entretien familial. C'est un comportement prédateur systématique. Santiago vit Cox réaliser que les forces de l'ordre comprenaient toute l'étendue de ses activités criminelles. L'enquête fédérale s'était étendue bien au-delà du cas d'Alice pour englober l'ensemble de son opération. Je veux conclure un marché, dit Cox avec désespoir. Je peux vous donner des noms, des dates, des relevés financiers. D'autres personnes sont impliquées dans le ciblage des familles de militaires. L'agent Marquet échangea un regard avec Jefferson. Quelles autres personnes? Il existe un réseau, des types qui partagent des informations sur les calendriers de déploiement, les finances des familles, les cibles vulnérables. Je peux tout vous dire. Santiago ressentit un frisson de reconnaissance. Cox n'était pas seulement un prédateur individuel. Il faisait partie d'un complot organisé visant à exploiter les familles de militaires. Cette révélation transforma l'affaire, passant d'une vengeance personnelle à une menace pour la sécurité nationale. Des noms, exigea Jefferson. Cox fournit une liste d'associés spécialisés dans divers aspects de l'exploitation des familles de militaires, de l'usurpation d'identité, de la fraude financière, de la manipulation des relations et de l'extraction de ressources. L'ampleur du complot était stupéfiante, dans son approche systématique visant à détruire les familles des militaires déployés. Combien de familles ont été victimes, demanda l'agent Marquet. Des dizaines, peut-être des centaines. Nous conservions des archives pour éviter de cibler 2 fois les mêmes familles. Santiago ressentit une rage meurtrière face à cet aveu désinvolte de maltraitance systématique d'enfants. Cox et son réseau avaient traité les familles de militaires comme des ressources à exploiter, sans aucune considération pour les enfants qui souffraient du vol de soutien familial. L'agent Marquet se pencha en avant. Monsieur Cox, vous décrivez une entreprise criminelle qui cible spécifiquement les familles de militaires déployés. C'est du terrorisme intérieur. Cox pâlit en réalisant les implications de ses aveux.
Je n'y avais pas pensé comme ça. Nous étions justes. C'était une question d'argent, pas de terrorisme. Cibler délibérément les familles de militaires pour saper les réseaux de soutien pendant un déploiement, c'est du terrorisme, dit froidement Jefferson. Vous risquez des accusations fédérales de terrorisme en plus de tout le reste. Santiago sourit sombrement lorsque la tentative de Cox de négocier pour échapper à sa peine se retourna contre lui de façon spectaculaire. Le désespoir de l'homme à blâmer les autres avait révélé un complot qui garantirait la prison à vie à toutes les personnes impliquées. Que proposez-vous en échange de ces informations, demandait Wagner chaque semaine. Rien. L'agent marqué répondit catégoriquement. Monsieur Cox a admis avoir mené un complot en vue de commettre du terrorisme intérieur. Nous utiliserons ces informations pour identifier d'autres membres, mais il ne bénéficiera pas d'une réduction de peine pour avoir révélé des crimes qui aggravent sa situation. Le visage de Cox se décomposa lorsqu'il réalisa que sa coopération ne le sauverait pas des conséquences de ses actes. L'homme qui avait volé l'argent de la nourriture à une fillette de 8 ans allait passer le reste de ses jours dans une prison fédérale. Santiago quitta la salle d'observation et se dirigea vers le parking où Rick Flynn l'attendait avec des renseignements supplémentaires sur le réseau de Cox. Santiago, c'est plus important que nous ne le pensions. Le FBI a déjà identifié 12 membres de l'organisation de Cox dans 6 États. Il cible systématiquement les familles de militaires depuis des années. Combien d'enfants ont été touchés ? Le décompte préliminaire fait état de plus de 30 familles dont les enfants ont été victimes de négligence ou de maltraitance lorsque l'aide familiale a été détournée. Alice n'était pas la première victime de Cox. C'est juste elle qui l'a fait arrêter. Santiago a senti une validation dans sa décision d'exiger la peine maximale plutôt que d'accepter des négociations de peine. Le réseau de Cox avait fait du mal à des dizaines d'enfants de militaires, inscrivant les souffrances d'Alice dans un schéma plus vaste de maltraitance systématique. Que va-t-il se passer ensuite? Une commission d'enquête fédérale est en cours de formation pour enquêter sur l'ensemble du réseau. Vos preuves contre Cox servent de base à la poursuite de toute la conspiration. Santiago hocha la tête, satisfait que sa guerre personnelle ait pris de l'ampleur et protège désormais toutes les familles de militaires contre des prédateurs similaires. Son téléphone sonna, Catherine Burns, la conseillère scolaire d'Alice. Monsieur Ross, Alice a passé une excellente journée aujourd'hui. Elle participe de nouveau au cours et son appétit semble tout à fait normal. Des problèmes de comportement? Aucun. Elle est résiliente et le fait de savoir qu'elle est en sécurité semble lui avoir redonné confiance. Les séances de thérapie l'aident à digérer ce qui s'est passé. Santiago était fier de la force et du rétablissement de sa fille. Alice prouvait qu'elle avait hérité de sa capacité à survivre au traumatisme et à en ressortir plus forte. Ce soir-là, Santiago aida Alice à faire ses devoirs tout en suivant les reportages sur l'enquête fédérale sur l'exploitation des familles de militaires. Le complot révélé par Cox faisait la une des journaux nationaux, les forces de l'ordre coordonnant les arrestations dans plusieurs États. « Papa » demanda Alice pendant le dîner. « Est-ce que maman et Wendell vont en prison ?»« Oui, ma chérie. Ils vous ont fait du mal et les gens qui blessent les enfants vont en prison. »« Bien, » dit Alice simplement. Ses antécédents ont été vaincus. Chapitre 8. Destruction totale. 6 mois après les arrestations, Santiago se tenait dans le palais de justice fédérale en regardant terrorisme domestique et complot en vue d'exploiter les familles des militaires. Le juge Jordan Ball, un vétéran lui-même, n'a montré aucune pitié alors qu'il rendait justice qui satisferait même les normes exigeantes de Santiago. Monsieur Cox, vous et vos associés avez délibérément ciblé les familles des militaires déployés, causant des dommages systématiques aux enfants militaires pendant que leur père et leur mère servaient notre pays. Cette cour vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité.